Le soir, avec Marceau. Radio X. 418-670-9098, 418-670-9098, 1-877-440-2464, c'est le numéro de téléphone pour nous joindre. On est mercredi, et le mercredi, c'est la chronique de l'enquêteur du paranormal, Christian Page, christianpage.ca. Salut! Salut Yannick! Est-ce que t'as des tatous? Non, j'en ai pas. Non, t'entendais notre conversation tout à l'heure entre moi et Raphaël. On est deux tatoués. Pour ce qui est de Raphaël, c'est un peu plus apparent. Pour moi, ça paraît pas du tout. À moins que tu me vois en speedo, mon cher Christian. OK. Ouais. Non, comme tu l'as mentionné plus tôt dans l'émission, moi, je suis de la génération des... j'ai 50 ans, puis à mon époque, quand on était adolescent, les tatous étaient réellement quelque chose qu'on retrouvait ou dans les milieux criminalisés, là, les gangs ou les motards, ou bien encore dans le milieu carcéral. Donc, on s'identifiait là, en fonction de ces tatous-là. Mais dans mon milieu, dans le milieu des jeunes, là, mettons, les jeunes de la rue, on voyait pas ça, des tatous. C'était l'époque, les cheveux longs puis les boucles d'oreilles. Tu te rappelles de ça? Oui, je l'ai vécu. Je l'ai vécu dans les années 80. Moi, j'ai eu bout d'oreille sur la langue. Et j'ai eu bout d'oreille sur les deux oreilles. Mais dis-le donc à Christian, pourquoi t'as eu la boucle d'oreille sur la langue? Non, moi, c'était pas une boucle d'oreille sur la langue. Moi, c'était une boucle d'oreille à l'oreille. Et c'était essentiellement parce que, j'étais fan de Johnny Hallyday. Johnny Hallyday avait une boucle d'oreille, tu sais, fait que, t'as 13-14 ans, on veut ressembler à notre idole, tu sais, fait que je m'étais fait percer l'oreille, puis là, je me promenais avec ma boucle d'oreille, j'étais tellement content, t'sais. Ça a duré un temps, là. Ton père, qu'est-ce qu'il a dit quand il était avec une boucle d'oreille? Disons que j'avais pas de parents, là, tu sais. Ça y est, mon fils est gay. Ça a pas posé trop de problèmes, non. Ça a pas été ça, c'était comme... c'était comme le trip du temps. J'étais pas tout seul. Tu sais, on avait les cheveux longs. Je te rappelle, à la fin des années 70, le monde de la jeunesse, de l'adolescence se divisait en deux. Puis les gens qui nous écoutent, qui ont mon âge, là, vont se rappeler de ça. Il y avait pas 1000 catégories, là. T'étais ou bien un disco, ou t'étais un freak. C'était comme les deux, un freak ou un disco. Si c'était un disco, là, évidemment, t'écoutais les Bee Gees, puis t'allais voir Saturday Night Fever, là, tu sais, là, puis tu t'essayais de danser comme John Travolta. Et si t'étais un freak, ça t'identifiait que t'écoutais de la musique rock, là, tu sais, t'écoutais Led Zeppelin, Pink Floyd, puis ce genre de trucs-là, tu sais. Moi, j'étais plutôt dans la catégorie des freaks, là, tu sais, donc cheveux longs, boucles d'oreilles, avec des amis, évidemment. J'écoutais pas du Johnny Hallyday avec mes amis. Là. On écoutait à l'époque les groupes très populaires auprès de la jeunesse. C'était Led Zeppelin, Kiss, Deep Purple. C'était des groupes qui marchaient très fort à cette époque-là. Donc, je m'identifiais plutôt à ce type d'individu. Mais non, à l'époque, pas de tatouage et pas de piercing, ça n'existait pas. Les seuls piercings, ça restait encore les boucles d'oreilles. Donc, pas de piercing sur la langue, sur le corps ou dans les parties intimes. Là. Puis, c'est vrai, il y en a aussi dans les parties intimes maintenant. Oh que oui. Rien qu'à y penser, mais sans te faire un peu genre. Ça fait comment? Attends une minute, là, tu sais, ouais. Mais il y en a qui aiment ça. Pour ce qui est de la chronique de l'enquêteur du paranormal, aujourd'hui, on parle de quelque chose de très particulier. On parle d'une étrange histoire de sexe et de jeans. Oui, de jeans. On parle pas de gin, pas de l'alcool. Mais il faut savoir que dans la culture de l'islam, il y a des formes d'esprit démoniaque, malfaisants, qui s'appellent des djinns. Hein. Dans la religion catholique, ce sont les démons, le diable et les démons, alors que dans l'islam, ce sont des djinns. Et le phénomène de la possession est également possible dans l'islam, mais t'es possédé évidemment par un djinn. Et là, voilà qu'on a une histoire, en fait, c'est une histoire qui pourrait être dramatique, mais qui, dans le cas présent, est presque cocasse. Il faut savoir que l'affaire, c'est une vidéo qui a été mise en ligne il y a quelques jours par un imam en Grande-Bretagne. Donc, on ne connaît pas exactement le lieu, mais on sait que c'est en Grande-Bretagne. L'imam met donc cette vidéo en ligne. Et l'idée, bien sûr, est de dénoncer la sexualité, la promiscuité en dehors des liens du mariage. Et là, la vidéo nous montre un couple qui est soumis à un ruqya. Un ruqya, c'est le rituel de l'exorcisme, mais dans l'islam. Et donc, ces gens-là, l'idée, en fait, il faut comprendre le contexte. Ces gens-là ont raconté à leur imam que ce sont deux jeunes personnes, deux jeunes adultes qui se fréquentent, qui ne sont pas mariés, donc ils ont une relation chaste.
Mais voilà que le 14 février dernier, Dieu seul sait, ou qu'il y a que Allah qui le sait, ce qu'ils ont regardé ce soir-là ou ce qu'ils ont consommé. Ouais. Mais quoi qu'il en soit, ils se sont livrés à des actes sexuels. Alors là, ils ont raconté à l'imam qu'après avoir consommé cette relation charnelle, elle, la femme, se serait mise à parler d'une voix gutturale en disant « more, plus, encore et encore ». Et là, apparemment, toujours selon le contexte, elle, ce qu'elle ignorait, c'est qu'elle était possédée par 2 djinns. Ah ben oui. Et dès que la sexualité a révélé ces djinns, l'un de ces djinns est sorti de son corps et s'est emparé de son compagnon, qui aussitôt s'est mis à parler aussi avec une voix gutturale, réclamant lui aussi plus de plaisir avec more. Bon, voilà. L'histoire ne dit pas s'ils ont consommé davantage, mais comme ils étaient tous les deux pris de convulsions et de cette curieuse déviance dans le langage, ils ont donc décidé d'aller voir l'imam, qui lui a considéré à ce moment-là qu'ils étaient possédés et a donc procédé au rituel. Alors, je t'ai envoyé une petite bande audio, et sur la bande audio, on va entendre l'imam qui parle, et si on porte attention, on entend à l'arrière-plan cette voix qui dit « more ». En fait, c'est la voix du possédé, entre guillemets. Et tu vas voir, le rituel fonctionne bien. Qu'il est grand, le mystère de la foi, hein, parce que après à peine 25 secondes de rituel, on va entendre le même possédé qui dit « I'm leaving, je quitte ». Donc, il aura fallu un rituel d'une 30aine de secondes, finalement, pour libérer ce pauvre homme aux prises avec son djinn. Ya ma'ashar al-jinn, more of what? Tell me, where did you come from? Where did you come from? Wallahi, you either leave this body or I'm going to kill you today. Leave this body for your own good. Wallahi, I'm warning you. Because if you do not, we will kill you. Fair enough? وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّم You're gonna leave? You're gonna leave? Yes. Bismillah. Leave through the left hand. Leave through the left hand. Make yourself small. Make yourself small. Leave. Right now. Through the left hand. Leave through the left hand. Bismillah, leave. Mais n'importe qui chanterait comme ça, Christian, ferait fuir tout le monde. Moi aussi, je dirais, je quitte. Je quitte. Effectivement. Bon, écoute, je sais pas si ça t'a convaincu, mais bon, c'était ce rituel, en fait, presque cocasse. C'est toujours surprenant de savoir que j'écoute ça, puis je me dis, mais où est-ce qu'ils prennent leurs idées pour nous faire croire n'importe quoi comme ça? Écoute, on peut se demander, dans un premier temps, est-ce que tout ça était bien réel ou est-ce que c'est une vidéo de propagande mise en ligne par l'imam, parce qu'évidemment, le couple n'est pas identifié, l'imam ne s'identifie pas en fonction là, d'une mosquée particulière. Et le fait que les gestes reprochés ont été faits le 14 février, comme pour dire que cette journée-là, c'est une journée qui est épouvantable. Donc, bien sûr... donc, on a tout un contexte dans lequel on peut se dire qu'il est permis de douter de la réalité de l'événement, mais qu'il s'agit peut-être d'une vidéo de propagande, mais tout ça pour dire qu'on le voit, oui, dans l'islam, ce phénomène de la possession, on peut être tourmenté par des esprits malfaisants qui sont les djinns, et que oui, il y a des rituels qui peuvent accompagner ça. Maintenant, est-ce qu'il faut vraiment, s'il fallait que tout le monde soit possédé par des djinns parce qu'ils ont consommé en dehors des liens du mariage, je pense que l'enfer serait pavé d'individus, serait surpeuplé. Raphaël est rempli de talent. J'aimerais lui apprendre un nouveau métier, celui d'exorciste. Est-ce qu'elle pourrait le faire, ce métier-là, puis ça paye combien? Tu vois, écoute, c'est une nouvelle, presque, pas dans le même cadre que notre première histoire de djinn, mais écoute, on reste effectivement dans ces
ces possessions, ces tourments par le diable. Ouais. Il y a quelques semaines, on en avait parlé en ondes, il y avait l'Église catholique d'Irlande avait lancé une espèce de cri d'alerte en disant, écoutez, il n'y a plus suffisamment d'exorcistes dans le pays pour répondre à la demande de soi-disant cas de possession diabolique. Et à ce moment-là, on demandait éventuellement qu'il y ait ou de nouvelles formations ou que l'Église réagisse à cette multiplication de cas de possession diabolique. Ben, je ne sais pas si c'est vraiment dans la foulée de ça, mais quoi qu'il en soit, on dirait que, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, on pourrait dire que les prières ont été entendues, parce que l'Église a annoncé il y a quelques jours, en fait le Vatican a annoncé qu'il tiendrait en avril prochain une nouvelle formation intensive d'exorcistes, qui se déroulera à Rome, et la personne en charge sera le père Benigo Palila, qui est l'exorciste en chef du Vatican, parce qu'il faut savoir que celui que les gens ont bien connu, Dom Gabriel Amort, bien connu, c'est-à-dire que pendant une vingtaine d'années, 30 ans même, Dom Gabriel Amort était l'exorciste en chef du Vatican. C'est un type qui était très flamboyant et qui aimait beaucoup les médias. Moi, je l'ai rencontré à une reprise, j'ai fait une entrevue avec lui. Ouais. Et écoute, c'est un type qui savait utiliser la caméra pour livrer son message. Hein. Toutes les 20 ou 30 secondes, il sortait son crucifix, il plantait devant la caméra. Tu sais, c'était très spectaculaire faire une entrevue avec Dom Gabriel Amort. Et lui, de son vivant, disait qu'il avait pratiqué près de 200 000 exorcismes ou quelque chose comme ça. Écoute, il est décédé en 2016, remplacé par le père Benigo Palila, et donc c'est lui, ce père Palila, qui va se lancer dans cette formation d'exorcisme. Donc ça va se tenir pendant une fin de semaine. On va inviter des prêtres d'un peu partout à travers le monde qui seront formés à ce rituel du grand exorcisme, parce qu'il faut savoir que dans l'Église catholique, il y a deux formes de possession. Un fidèle peut être tourmenté par le diable, et quand il est tourmenté par le diable, à ce moment-là, on n'a pas besoin de l'autorisation de l'évêque, on va voir son confesseur, on se livre, on parle avec lui, et là, il y aura des prières de libération qui peuvent être faites par le prêtre en question. Ça demande pas une formation particulière. Tous les prêtres ont une petite formation qu'on appelle l'exorcista, qui permet de faire ça. Mais là, on est simplement tourmenté par le diable. Mais quand on est possédé par le diable, là, c'est la grosse affaire. Là. Et là, ça nous rappelle un peu le film L'Exorciste, qui était en fait basé sur un véritable cas de possession diabolique ou de soi-disant possession diabolique. Et là, dans ce cas-là, il faut vraiment un prêtre qui est aguerri à ce genre de rencontre, parce que c'est un peu un combat entre la foi, entre Dieu, le bon, le mal, et donc il faut avoir une certaine pratique. Et là, donc, ces prêtres-là, en avril, seront formés à ce grand rituel de l'exorcisme pour pouvoir mieux affronter les forces des ténèbres. Et uniquement pour ta gouverne, sache que depuis quelques années, c'est vrai en Irlande, mais c'est vrai également à travers toute l'Église catholique, le phénomène de la possession diabolique, qu'on y croit ou non, il est en augmentation de manière fulgurante. Uniquement l'an dernier, c'est plus de 500 000 cas. Tu m'as bien entendu, 500 000 cas, 1,5 million de cas qui ont été rapportés au Vatican. Mais ce serait dû à quoi, selon le Vatican? C'est ça. Ça ne veut pas dire que tous ces cas-là vont découler sur un exorcisme, parce que, maintenant, il faut savoir que sous la papauté de Jean-Paul II, il y a eu une réécriture du rituel de l'exorcisme. Il faut dire qu'il était temps, parce que l'écriture du manuel datait du début du XVIIe siècle, donc on n'avait pas réajusté la pratique. Donc, sous Jean-Paul II, on a fait une réécriture de ça et on a introduit la notion de maladie psychiatrique ou psychologique, ce qui n'existait pas avant. Donc là, maintenant, avant de procéder à un rituel d'exorcisme, le prêtre doit s'assurer, d'abord, il doit obtenir l'autorisation de l'évêque, et le prêtre exorciste doit s'assurer également que le sujet a consulté des médecins, des psychologues ou des psychiatres qui se sont assurés que son état de possession ne découlait pas d'un état pathologique. Donc une maladie mentale. Voilà, donc le type ne souffre pas d'une maladie mentale. Donc, à ce moment-là, l'Église pourra ou non procéder à un rituel d'exorcisme. C'est pourquoi cette augmentation, elle est évidemment difficile de connaître, mettre le doigt sur le bobo, mais l'Église accuse bien sûr la multiplication d'abord de l'Internet et la promotion de
de toutes sortes de cultures, en fait d'une culture de l'occulte et du mystérieux. Hein? Donc les phénomènes paranormaux ont énormément la cote. On ne compte plus le nombre d'émissions de télé où on parle d'entités, de fantômes, même des ouvrages qui s'adressent à la jeunesse, comme des trucs comme Harry Potter, font un peu la promotion de la sorcellerie, des forces des ténèbres. Alors pour l'Église, évidemment, tout ça serait des éléments qui contribuent à cette augmentation des soi-disant cas de possession diabolique. Combien de temps ça prendrait, Raphaël, pour faire cette fameuse formation? Parce que ça m'intéresse, là. C'est un week-end, hein? Un week-end intensif. Mais il faudrait d'abord que Raphaël entre chez les sœurs. Et je suis pas convaincu que les sœurs sont autorisées à pratiquer le rituel de l'exorcisme. Et je pense pas que les sœurs sont autorisées à avoir des tatouages comme les miens. Ouais, et je pense que les sœurs, c'est ça, je pense qu'ils vont t'exorciser avant. Oui! Pourtant, t'es si pur. Ah non, pas tant que ça, finalement. Pas tant que ça. Hey, on parle d'un musée d'objets hantés, puis depuis que je te connais, que j'ai eu la chance de te rencontrer, tu m'as amené quelques objets, puis la dernière fois que tu étais passé en studio avec un objet qui a fait peur à des gens, c'était la fameuse boîte à G-Book. Ouais, la boîte à G-Book est probablement l'objet le plus le plus convoité, je dirais, dans cette catégorie d'objets hantés. Ouais. C'est une espèce de boîte, c'est un cabinet à vin qui date du milieu du 20e siècle, qui a été transformé en espèce d'hôtel, visiblement dans la culture pour la culture hébraïque. Parce que faut savoir que les 10 boucs, on a parlé tantôt des djinns dans la culture de l'islam. Oui. Chez les catholiques, on parle des démons, du diable. Dans la culture hébraïque, chez les Hébreux, on parle d'un dibouk. Un dibouk, c'est un esprit malfaisant. Donc, cette fameuse boîte, ce cabinet à vin, une longue histoire. En fait, il a été acheté au début des années 2000 par un antiquaire de la côte ouest américaine. Ensuite, lui, il s'en est débarrassé parce que il disait que la boîte en question était comme hantée là par cet esprit d'Ibouk, parce que bon, quand il l'a acheté, les gens de qui le type a acheté la boîte, lui, ils ont dit « Ah, t'as acheté la boîte à Dibouk ». Ils ont raconté une histoire que ça appartenait à la grand-mère et la boîte était fermée. Puis on me disait qu'il y avait un Dibouk à l'intérieur. Notre antiquaire en question ramène la boîte chez lui, l'ouvre, libère apparemment le Dibouk et à partir de là, sa mère décède. Les employés de la boutique de l'antiquaire se plaignent de toutes sortes de manifestations surnaturelles. Quoi qu'il en soit, la boîte se retrouve en 2003 sur eBay et elle va avoir 3 propriétaires entre 2003 et 2016 et le dernier propriétaire en 2016, c'est moi. Et cette boîte-là, faut savoir qu'elle a inspiré en 2012 le film La Possession, qui met en vedette Jeffrey Dean Morgan et qui raconte l'histoire de ce père divorcé avec ses 2 fillettes qui achète dans un moment donné dans une vente de garage, il achète une boîte qui contient un esprit maléfique. Donc ce film-là est basé sur l'histoire de cette boîte à Dibouk. Ouais. Et c'est toi qui l'as. Qui maintenant est chez moi. Je l'ai amené une fois en studio. Oui. Je sais pas si depuis t'es comme aux prises avec des convulsions, puis tu parles avec une voix gutturale, mais enfin on a comme libéré le Dibouk. Ouais, la bonne nouvelle là-dedans, c'est que c'est pas moi qui l'avais ouvert ce coup-là. Non, effectivement. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que avant cette histoire de boîte à Dibouk, parce que l'objet, comme je t'ai mentionné, a passé entre les mains de 4 propriétaires, il a inspiré un film. Depuis cette histoire de boîte à Dibouk, il y a eu énormément d'objets qui s'est retrouvés sur eBay. Qui se sont retrouvés sur eBay avec, bien sûr, cette étiquette de hanté. Donc, une poupée hantée, un vase hanté, une boîte hantée, une brosse hantée, à peu près tout ce qui est imaginable, bien sûr, s'est retrouvé sur eBay avec cette notion de l'objet hanté. Évidemment, difficile de savoir si le miroir ou la poupée ou la brouette est hantée, mais visiblement, il y a un marché pour ça. Et ce qui nous amène à cette nouvelle, donc, on se trouve en Angleterre, on est à 50 kilomètres à l'est de Birmingham, et là, il y a un type qui s'appelle Neil Packer, qui lui collectionne depuis quelques années des objets que l'on dit hantés. Encore une fois, on ne se prononce pas à savoir si c'est vrai ou non. Ces objets ont la réputation d'être hantés. Et au fil des ans, donc, il a collectionné, il a colligé plus d'une 50aine de ces objets qui vont d'un fauteuil roulant à une poupée, en passant par une lampe, etc., etc. Et comme il y a énormément d'intérêt pour ces soi-disant objets hantés,
Ben, ce Neil Packer a décidé finalement, parce que là, sa maison déborde, il ne sait plus où les mettre, donc il a loué un petit local. Et dans ce local, il va mettre ses objets en présentation et les gens qui visiteront cette ville de Hinckley en Angleterre pourront faire un petit détour et visiter ce local et peut-être, ou pour les plus braves d'entre eux, manipuler les soi-disant objets qui, dit-on, seraient hantés par des esprits, maléfiques ou non. On parle de la poupée maléfique au fauteuil roulant maudit. Oui, c'est ça. Wow. On en a pour tous les goûts. T'sais. T'as-tu déjà joué à Ouija, toi? Bien sûr. Et puis, est-ce que c'était toi qui poussais le petit truc, là? Ou tu te laissais guider? En fait, il y a tout le temps quelqu'un qui pousse, il y a tout le temps quelqu'un qui suit. Hein? Ça, c'est sûr. Et dans le cas du Ouija, si... puis là, je vais peut-être dégonfler une grosse balloune. Puis là, je le sais qu'il y a plein de gens qui vont nous écouter et vont dire, ben non, Christian Page, il est d'impétable. J'ai joué avec Ouija, puis ça ouvre des portes, puis c'est dangereux, puis c'est un esprit. Non. Quand on joue au Ouija, peu importe les gens, les participants, et si on suit correctement les recommandations du fabricant, le mobile, donc cette espèce de goutte d'eau, là, cet objet en forme de goutte d'eau, va éventuellement se déplacer sur la planchette. Est-ce que ce sont des esprits qui le poussent? Absolument pas. En fait, il y a des mini-contractions, des micro-mouvements qui se produisent dans les muscles parce que la position dans laquelle on se trouve est assez inconfortable. Hein? Il faut appuyer, mais très légèrement sur le mobile. On a les coudes relevés. Donc, il y a une accumulation d'acide lactique qui se produit dans les muscles. Et là, évidemment, on est pris de très légers micro-mouvements. Et ces micro-mouvements vont entraîner des déplacements du mobile. Donc, et là, c'est sûr que tout le monde m'a dit, non, c'est pas moi qui pousse. Mais non, parce que ce sont des micro-mouvements que notre cerveau n'enregistre pas. C'est une espèce de convulsion qui se produit sans qu'on s'en rende compte. C'est un peu comme avoir une montre à ton poignet. Au moment où tu la mets, pendant les premières heures, tu la sens, mais après des années que tu portes une montre, tu ne sens plus que cette montre-là, elle est là. Donc, jouer au Ouija, c'est exactement ce qui se produit. Donc, des micro-mouvements musculaires qui vont entraîner le déplacement du mobile sur la planchette. Et là, évidemment, la réponse que tu donnes, c'est la réponse que tu veux bien donner. Il y a des mécanismes très simples. Tous les tests qui ont été menés dans des conditions rigoureuses montrent qu'il n'y a pas d'esprit qui interviennent là-dedans. Mais il y a quand même quelque chose d'intéressant, si tu me permets. Il y a quelques années, l'Université de la Colombie-Britannique, à Vancouver, ont mené 2 séries d'expériences avec le Ouija. Et ce qui se produisait, et crois-moi, l'Université de Vancouver n'est pas hantée là, pour autant, là, mais l'idée était de voir qu'est-ce qui fait qu'on va donner des réponses? Qu'est-ce qui motive les réponses sur le Ouija? Et ce qu'on a fait à ce moment-là, puis ça c'est très intéressant, on a pris des participants et on les a posés, des participants qui appartenaient à tous les groupes de la société, de culture générale, et on a posé à ces gens-là, on les a soumis à un questionnaire d'information ou de culture générale. Des questions auxquelles ils pouvaient répondre par oui ou par non ou par vrai ou faux. Et comme par exemple, je te donne simplement, est-ce que la ville de Québec est la capitale provinciale du Québec? C'est oui ou c'est non? Est-ce que Ottawa est la capitale du Canada? C'est oui ou c'est non? Donc, tu vois un peu le genre. Donc, c'était des questions d'ordre tout à fait général. On a donc posé ces questions à ces participants pour constater finalement que les gens avaient un taux de réponse qui était à peu près de 50%. Ce qui répond à la norme du hasard. Hein? Tu as une chance sur 2, tu sais où c'est non, tu sais ou tu sais pas. Donc, le hasard fait que les gens répondaient en moyenne 50%. 50% de bonnes réponses et 50% de mauvaises réponses. Ensuite, on a pris ces gens-là et là, on leur a dit qu'on les amenait dans une pièce, qu'ils allaient être jumelés à un laborantin et qu'ils allaient utiliser un Ouija. Pas qu'on allait faire bouger des esprits, là, mais on allait calculer leurs réponses en fonction du Ouija. Donc, les personnes entrent dans le laboratoire, il y a devant eux leur vis-à-vis, le laborantin, et là, au moment où ils s'assoient, ils devront faire l'expérience les yeux bandés. Donc, on leur place un bandeau sur les yeux, ils s'assoient, placent leurs mains sur le mobile, et là, à ce moment-là, à leur insu, le laborantin avec lequel ils devaient être jumelés quitte la pièce. Alors, ces gens-là ne le savent pas. Ils sont seuls, leurs doigts sur le mobile, mais ils sont persuadés que le laborantin est assis devant eux. Et on leur a posé, encore une fois, toute une série de questions d'ordre général pour découvrir. Et là, évidemment, comme ils savaient que le oui est à gauche, le non est à droite, là, ils bougeaient le mobile en fonction du oui ou du non. Et à l'issue de ces expériences, les gens ont répondu correctement à 65% des questions. Wow. Ce qui montre donc que inconsciemment, on sait plus de choses
qu'on le croit. Donc, si je te pose une question, par exemple, est-ce que Tallahassee est la capitale de la Floride? Spontanément, tu vas ou répondre oui ou non. Mais si tu te mets à y réfléchir, tu vas semer le doute dans ton esprit. Là, tu vas dire, coudonc, sais-tu... Me semble que oui, mais coudonc, c'est-tu Miami, la capitale? T'aimes pas? C'est-tu vraiment Tallahassee? Donc, à partir du moment où tu te questionnes, où tu as une prise de position, on a tendance à réduire notre compréhension de ce que l'on sait. Alors que quand on le fait inconsciemment, comme dans le cas du Ouija, évidemment, le participant se laissait guider, croyant qu'il était guidé par le laborantin, mais pas du tout, c'est lui qui donnait la réponse. Donc, inconsciemment, on sait plus de choses qu'on a l'impression de connaître que lorsque on est en état de conscience de la réponse que l'on donne. Donc, c'est une expérience qui était très intéressante et pour laquelle le Ouija a été utilisé, mais pas dans l'objectif de faire venir des esprits. Ah non, dans la jeune vingtaine, on était avec une gang de filles, on s'était loué un chalet dans le coin du lac Arnold. Je sais pas si c'est où, mais je te dirais que c'était au sud du mont Gosford. Puis c'est vraiment sur le bord des lignes, on est vraiment dans le bois perdu et on s'est organisé puis on s'est dit on va faire une peur épouvantable aux filles, on va faire venir l'esprit frappeur. Et on était peut-être une vingtaine. Et combien de filles, combien de gars? On a bien entendu qu'on a consommé de l'alcool, mais on s'était fait notre plan d'avance. Et il y a quelqu'un qui était juste dans le sous-sol du chalet pendant qu'on jouait à Ouija. Et là, avec le Ouija, on faisait venir l'esprit frappeur, puis l'esprit frappeur devait taper une fois ou deux fois pour non. Donc une fois pour oui, deux fois pour non. Et mon chum, il était dans le sous-sol, puis il entendait quand on posait des questions. Fait que c'était lui-même qui cognait. Les filles, là, Christian, là, encore à ce jour, là, sont encore persuadées, parce qu'on leur a jamais dit, sont encore persuadées qu'au lac Arnold, quand on était autour de la vingtaine, il y a eu un esprit frappeur qu'on a fait venir avec Ouija. À chaque fois qu'on en parle, ils sont pas là, on est tordus de rire parce qu'il y a des filles qui ont eu peur puis qui ont pas dormi de la nuit parce qu'il y avait peur que l'esprit frappeur vienne les voir. Ouais, je comprends. Ça fait peur au monde, ça, là, le Ouija, là. Oui, effectivement, parce que, bon, il y a toute une culture qui est associée à ça, hein, une culture de l'occulte. Il faut pas se le cacher aussi. Prends, par exemple, le film L'Exorciste qu'on a mentionné tantôt. Si on se rappelle bien, hein, lorsque les premières manifestations se produisent, la petite Regan McNeil, hein, qui est incarnée par Linda Blair, oui. C'est en faisant le Ouija que ces manifestations-là se produisent, hein. Donc, le Ouija semble, dans le film, il est présenté un peu comme une porte d'entrée qui permet à ces esprits maléfiques d'avoir accès à notre monde. Donc, il y a toute cette culture-là qui s'est inscrite dans l'imaginaire, et là, bien sûr, qui place le Ouija en haut de la liste des objets mystérieux et des objets maudits. Alors que dans les faits, comme je l'ai mentionné, toute tentative de vérifier la qualité des réponses montre que c'est assez simple. Ça veut dire tu te places avec quelqu'un, fais un test simple. Ni toi, ni moi, par exemple, Yannick, on décidait là, maintenant, là, on dit, OK, parfait, on sort notre planchette de Ouija, notre goutte d'eau, etc. Au lieu de poser des questions genre, mon grand-père, es-tu là? Où es-tu mon grand-père? Puis mon grand-père, avait-tu des bas bleus? Donc, des questions souvent que tu n'arriveras jamais à vérifier l'acuité de l'information. Prenons une question simple. Tu t'assois sur le bord avec ton Ouija, avec ton vis-à-vis, et pose une question que tu es sûr que ni toi ni lui ne connaissent. Je te donne une réponse, une question que tu peux vérifier tout de suite. Par exemple, quelle est la date de naissance de Charlie Chaplin? Moi, je le sais pas. Je doute que tu le saches toi aussi, à moins que tu sois un cinéphile. Mais si tu ne le sais pas, on pose la question. Quelle est la date de naissance de Charlie Chaplin? Si la réponse que nous donne l'esprit, entre guillemets, là, je spécule, là, mais si la réponse que donne l'esprit, c'est le 3 février 1889, prends le dictionnaire et regarde si Charlie Chaplin est né en février 1889. Si la réponse est non, d'accord, ton esprit s'est gouré, tu sais. Fait que s'il s'est gouré, ou bien c'est vous deux qui avez choisi la réponse, ou bien c'est un esprit. Puis s'il y a un esprit puis il s'est gouré sur cette réponse-là, il peut se gourer sur n'importe quelle autre réponse. As-tu dit que Charlie Chaplin était né en 1889? Ouais. C'est exactement ça. Il est mort le 25 décembre 1977. Il est mort à Noël, en 77. Ouais. Ça, je savais ça. Là. Il est mort la même année qu'Elvis Presley, mais bon. Il doit y avoir un esprit qui me guidait pour 1889. Ouais. À moins que tu aies la réponse en face de toi. Non, pas du tout. Non? J'ai lancé ça comme ça. Ton cerveau m'énerve. Ah ouais, c'est ça. On parle maintenant du sonneur d'alerte Paul Hellyer, qui en remet encore.
Mais oui, écoute, j'en parle comme ça parce que c'est devenu presque amusant. Parce que ici, on est en présence d'un beau symptôme d'autorité, hein. C'est-à-dire qu'on a ce personnage assez folklorique, le Paul Héllière, qui est l'ancien ministre de la Défense, hein. Il a été ministre de la Défense entre 1963 et 1967. Et ensuite de ça, il a été ministre des Transports. On parle ici sur la scène fédérale. Donc, ce Paul Héllière est depuis quelques années à peu près sur toutes les tribunes où on parle d'OVNI. Donc, et il va de discours qui sont tout à fait extraordinaires, là. Il raconte que la Terre est visitée par à peu près 80 espèces d'extraterrestres qui sont regroupées en 4 types d'extraterrestres. Il y a les petits gris, les grands gris, les blonds, les reptiliens. Et là, il te raconte des histoires, là, mais tout à fait abracadabrantes. Et à chaque fois qu'il s'exprime, évidemment, tout le monde regarde ça en se disant, ça doit être sérieux, c'est l'ancien ministre de la Défense. Une minute, là, Paul Héllière, aujourd'hui à 94 ans, n'est plus le Paul Héllière des années 60. Et il faut quand même le savoir aussi, son intérêt pour les ovnis est un intérêt relativement récent. Il a commencé à s'intéresser aux ovnis uniquement au milieu des années 1990. Donc, longtemps après avoir quitté la politique active. À l'époque où il était ministre de la Défense, il s'est jamais intéressé à la question des ovnis. Ça lui passait par-dessus la tête. Moi, je me rappelle avoir rencontré Paul Héllière à un moment donné à Ottawa, il y a quelques années, et c'était assez amusant parce qu'il y a eu au Canada, sur la scène fédérale, il y a eu 2 projets d'enquête sur les ovnis dans les années 50. Un au ministère des Transports et l'autre au ministère de la Défense. Donc, Paul Héllière a été ministre de ces deux départements-là. Et je demande à Paul Héllière, je dis, durant les années 50-60, il y a eu 2 projets d'enquête sur les ovnis, est-ce que vous pouvez m'en parler? Et Paul Héllière était complètement ignorant de ça. Donc, un projet au ministère des Transports qui s'appelait Projet Magnet et un projet au ministère de la Défense qui s'appelait Projet Second Story. Paul Héllière n'était pas au courant de ça. Donc, à part les 2 noms qui lui disaient vaguement quelque chose, il n'avait aucune connaissance du contenu de ces rapports-là, des documents de l'enquête. Il ne savait rien. Donc, Paul Héllière a commencé à s'intéresser aux ovnis au milieu des années 90. Ses sources d'information sont les mêmes que celles de nombreuses personnes, c'est-à-dire l'Internet. Il s'en va là-dessus, et là, il discute à gauche, à droite, va sur des sites de complot, parle avec des complotistes, et là, il se forme une idée. Mais à chaque fois qu'il s'exprime, évidemment, les médias, la presse en général, ne manquent pas de nous souligner que c'est l'ancien ministre de la Défense. Mais so what, on s'en fout complètement parce que son discours n'a rien à voir avec ça. Et c'est exactement ce qui vient de se produire. La semaine dernière, Héllière a donné une entrevue à un journal britannique. Un journal, le Daily Star, qu'il faut pas se le cacher, est une espèce de tabloïd qui aime bien des nouvelles à sensation. Et là, donc, on parle avec Paul Héllière, et là, il dit comme ça, il lance « Je sais de sources sûres, mais bon, ces sources sûres sont des gens comme lui qui sont derrière un écran à taper n'importe quelle bêtise. » Il dit « Bon, ben voilà, les gens parlent souvent d'une possible invasion par des extraterrestres. Laissez-moi vous dire qu'on n'a rien à craindre d'une invasion extraterrestre, parce que si les extraterrestres débarquent, les Américains ont déjà en main des super missiles qui seraient capables d'abattre n'importe quel ovni. Et non seulement ils pourraient abattre ces ovnis, mais ces missiles ont été développés à partir d'une technologie extraterrestre qui est tombée entre les mains du gouvernement américain et de l'armée américaine lors de nombreux crashs d'ovnis aux États-Unis que les militaires américains auraient récupérés, amenés dans une base secrète, auraient fait de la rétro-ingénierie, donc ils auraient déboulonné ces objets pour voir comment ils fonctionnaient, pour récupérer cette technologie et l'appliquer sur des systèmes de défense. Paul Héllière va même plus loin. Non seulement les Américains auraient fait de la rétro-ingénierie sur des engins écrasés au sol, mais ils auraient également des ententes et des échanges avec des extraterrestres bien vivants avec lesquels ils auraient des contacts et échangeraient de l'information. Donc, si des méchants extraterrestres devaient arriver, à en croire Paul Héllière, on n'a rien à craindre parce que les Américains ont déjà une batterie de missiles prêts à nous protéger. Je me pose souvent
cette question-là, quand il y a des gens qui, après leur carrière, décident de sortir et de raconter toutes sortes d'histoires, que ce soit des théories de la conspiration ou encore, dans le cas de Paul Hellyer, c'est vraiment les extraterrestres. Est-ce que lui a un avantage pécunier à tout ça, de sortir ce genre d'informations-là, de parler à tout le monde des extraterrestres, puis... tu vois, il a écrit 2 bouquins, dont un qui s'appelle Money Mafia, que j'ai lu, qui est en fait un racontage de n'importe quelle rumeur, les Illuminati au pouvoir, c'est n'importe quoi. Donc, en dehors de se retrouver sur des tribunes, qui pour Paul Hellyer représentent un peu comme une famille, parce que souvent dans les associations, les groupes d'amateurs d'ovnis ou de complots, on se tient les coudes serrés, on a l'impression un peu d'une unité, là, d'un groupe familial. Ouais. Et ensuite de ça, en dehors d'écrire des ouvrages et de tirer profit de ces ouvrages, je vois pas trop l'intérêt qu'un Paul Hellyer ou autre. En fait, c'est une espèce de dada sur lequel il s'est penché et qui est en train malheureusement littéralement de l'engloutir, parce que là, Paul Hellyer a perdu toute crédibilité avec des discours comme ceux-là. Puis évidemment, t'as jamais de preuves. Moi, je suis pas fermé à l'idée, mais bon, ça fait quand même 70 ans là, qu'on nous parle des ovnis, puis on nous raconte des histoires qui vont de le crash d'un ovni à Roswell en 1947 à aujourd'hui. On peut-tu à un moment donné avoir une photo claire? On peut-tu à un moment donné avoir un petit bout de la soucoupe? Ouais. On voudrait bien avoir quelque chose de ça. Mais on n'a jamais rien. C'est toujours des photos floues. C'est drôle, là. Malgré l'avènement d'appareils photo de plus en plus sophistiqués, les iPhones, arrivent avec des millions de pixels. On n'a jamais une photo floue. On a des bonnes photos floues, on a des bonnes photos claires de n'importe quoi. Des actes terroristes, une bombe qui explose, un avion qui s'écrase. On a toujours des bonnes photos de ça. Mais un ovni, tabarnouche que c'est dur de prendre une photo d'un ovni. Mais Christian, tu l'as pas pantoute. Comme c'est une race supérieure, ces fameux ovnis-là, ces extraterrestres-là, sont capables de brouiller les images de caméra, donc d'être totalement invisibles pour les appareils photo, pour les téléphones cellulaires, pour les caméras. Voyons donc, mais d'où sors-tu toutes tes idées? Oui, t'as bien raison. Je vais devoir reviser un peu mon jugement sur les extraterrestres. Voilà. Un gros merci! Ça m'a fait plaisir. Christian Page, l'enquêteur du paranormal, et les journalistes, chroniqueurs, auteurs, conférenciers. Pour en savoir plus sur Christian, allez faire un tour sur sa page christianpage.ca. T'as-tu déjà vu des ovnis? Non. Des objets volants non identifiés, est-ce que t'en as déjà vu? Non. J'en ai déjà vu, moi. Ah ouais? Quand j'étais jeune, j'en voyais, puis j'étais là, mais... c'est pas une étoile filante, c'est quoi? J'essayais de m'expliquer c'était quoi. J'étais couché dans le talus. C'était où le centre d'accueil 5e saison dans le secteur de Beauport? Oui. Qui est juste en bas de l'école Samuel de Champlain. Mm-hmm. J'étais couché dans le talus, il y avait une petite patinoire, là, c'est rendu comme des édifices à condos, là. Puis on regardait les étoiles. On était peut-être 4-5 gars couchés dans le talus. Puis là, quand on regardait vraiment bien, là, on voyait, nous autres, des vaisseaux qui se promenaient dans le ciel. On disait, mais ça peut pas être des avions. C'est tellement haut. Puis, au fil du temps, en étudiant un peu, je me suis aperçu que c'était des satellites qu'on voyait. Effectivement. Mais c'est parce que les satellites, on peut pas toujours les voir, mais c'est impressionnant, par exemple. Ouais. Quand c'est la première fois... On avait peut-être une quinzaine d'années, puis on regardait le ciel, puis là, on voyait ça passer. Puis là, c'était pas des étoiles filantes, parce que les étoiles filantes, ils s'éteignent. Mm-hmm. Puis là, ça s'éteignait pas, puis ça se promenait. Donc, on était sûrs, nous autres, avec notre compréhension de gars de 15-16 ans, que c'était des extraterrestres. C'est cute. Ouais, mais oui, c'est cute. C'est juste pour dire que plus une société est éduquée, plus les gens sont éduqués, pas nécessairement la scolarité, là, mais on parle d'éducation, là. Plus les gens sont éduqués, moins qu'ils vont croire à ça, puis moins que les gens sont éduqués, pour la plupart du moins, plus ils vont peut-être croire à ça. Cela dit, ça veut pas dire qu'il y a, un gars comme Paul Hellyer, qui est un gars qui a une solide éducation, lui, il croit ça dur comme fer. À savoir s'il en a déjà vu, à savoir s'il y a une maladie mentale, je sais pas. Mais il y a des gens qui ont étudié très, très, très longtemps, qui ont été éduqués, là, puis de très, très bonnes familles, qui, eux autres, ont l'impression qu'effectivement, on va être un jour envahi par les extraterrestres, là. Mais de mon vivant, moi, une fois, je pensais avoir vu un objet volant non identifié, puis finalement, en vieillissant, je m'aperçois que c'était des satellites que je voyais. Écoute, c'était pas mon meilleur moment. Non. 8h46, t'en as jamais vu? Jamais. Non. Rien, là. Rien. Jamais douté de rien. Non.
Pourtant, tu te tiens à des endroits où les gars, tu peux te douter que ça peut être non. Hein? Des tatouages, des piercings dans le nez. Non, ça. non. 8h46, on vient. Marceau, le soir. Radio X. Moret, live. Ouais, je fais la livraison, pour ça. Ah, tu fais de la livraison? Que livre notre auditeur? Des caisses de papier. Hey, c'est le son pif. Live. Des fois, j'ai des vibrations. Arrête. Je te fais un festival de la vie après le show. Des fois, je ressens des affaires pour le vrai. Quel genre de vibration? Moret, Live. lundi au vendredi, 5h30. Radio X. Marceau le soir, une présentation du Bistro Bar L'Atelier. En plus de nos promos